Bonjour, ici François Allard-Audette, conseiller familial. Et Michel Mardelly, intervenante jeunesse, et vous écoutez Placotte à Bagotte. Aujourd'hui, Placotte à Bagotte sort de ses bureaux pour se retrouver sur la scène devant public. On reçoit comme premier invité Steven Bilodeau. Notre invité, c'est un vétéran de l'armée canadienne. Entre autres, il a été policier militaire ici à Bagotville. C'est un conférencier, humoriste et aussi animateur de son propre podcast, le Soundchat Podcast. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Steven Bilodeau. Merci. Salut. Bonjour Steven, bonjour. Comment ça va, Bagotte? Content d'être là, merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir, merci. J'ai passé proche de ne pas être ici. Ben oui. Vous le savez un peu, mais absolument. J'aimerais mettre les gens en contexte. Au milieu de semaine, je commence un antibiotique pour une sinusite, puis je fais une réaction allergique. C'est l'enfer. Et je deviens brûlé sur toute la surface de mon corps. Et on réussit pas à me stabiliser, même après 2 passages à l'urgence. Puis je suis sorti de l'hôpital de Chicoutimi et je remercie le personnel de l'urgence de Chicoutimi d'avoir été capable de me donner quelque chose pour être ici aujourd'hui. Mais vous allez voir que normalement, ma peau est rouge, mais c'est pas aussi rouge que ça. C'est pour ça d'ici 2 jours, je devrais mourir. Alors, c'est très intéressant. Ça sera enregistré, tes derniers passages dans la sphère publique, tant mieux. Ouais. Donc, écoute, Steven, merci vraiment d'être là. On voulait parler avec toi, justement. On va lancer notre podcast avec une belle petite question de base. Steven, explique aux gens, t'es qui, tu viens de où, t'es né où, vraiment la base de Steven Bilodeau. OK. Steven Bilodeau, c'est un jeune homme. Il est encore jeune, même si j'ai 47 ans aujourd'hui. Je viens de la ville de Québec, originaire de la ville de Québec. Je me suis enrôlé sur la rue Saint-Jean. À l'époque, il y avait un centre de recrutement là. Okay. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais jusqu'à temps de réaliser que c'est la carrière parfaite pour moi. Le petit Steven à Québec, là. Oui. C'était comment son... il a jamais été petit, là, Steven. Okay. Ah ouais? Non, j'ai toujours été gros. Il est né costaud déjà. Ouais. C'était quel genre de parcours scolaire, là, primaire, secondaire, cégep? Ça a été un parcours scolaire, je te dirais, en dents de scie, parce que je trouvais pas l'intérêt à l'école. J'avais beaucoup de facilité, malgré que je donnais pas les efforts nécessaires. Mais j'arrivais toujours à tirer mon épingle du jeu puis à finir par passer. Ouais. Et puis, mon rêve de jeunesse, c'était de devenir policier. Ça, c'était mon rêve de petit cul. Puis finir un secondaire 5, je graduais de l'école secondaire avec une moyenne de 74%. C'était pas assez pour être compétitif. Tu sais, quand je disais, je mets pas beaucoup d'efforts, mais j'étais capable d'arriver à quelque chose. Et je faisais le clown en classe. J'étais toujours... il manquait de stimulation. Ouais. Les deux peuvent se dire. Et ça a donné un parcours scolaire qui ressemble à ça. Je voulais pas aller à l'école privée parce que j'aurais dû faire des prêts. Donc, j'ai décidé d'aller au cégep, pas de maths comme tout le monde, principalement pour jouer au basketball. Ce qui m'a amené à travailler en service de garde en milieu scolaire avant mon entrée dans les Forces armées canadiennes parce que un an complet avec des enfants en milieu scolaire, tu réalises que un, t'en veux plus, puis deux, ceux des autres, c'est des petits crisses. Ouais, c'est ça. Non, ça a été un environnement parce que j'ai grandi au Patro Rocamadour, qui est un centre culturel géré par des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Ça m'a amené à travailler en loisirs. À un moment donné, il manquait de la parité en service de garde en milieu scolaire. Fait que j'ai eu le boulot. Et j'ai adoré ça, mais je me voyais pas à 40 ans avec mes enfants. OK. J'avais un autre rêve, c'était celui de rentrer dans les Forces armées canadiennes, et ce rêve-là s'est réalisé. Ben oui, parce que, dans le fond, t'es passé de vouloir aller plus dans la police à t'enrôler dans l'armée, c'est bien ça? C'était un choix compensatoire. Mais je savais qu'il y avait une possibilité d'en arriver à faire de la police dans les Forces armées canadiennes, donc c'était un chemin alternatif. Ouais, puis c'est deux milieux qui se ressemblent quand même, dans un sens large. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attirait vers ce type de métier-là? Je pense que c'était le sens de la justice. Je pense de vouloir servir quelque chose qui est plus grand que soi. Aider les autres. Je pense que c'était un principe de base, mais avant tout, mon entrée dans les Forces armées canadiennes, c'est parce que je voulais devenir un homme. À cette époque-là, époque où l'éducation était davantage de travailler fort, d'être un homme avec des muscles. Je voyais que le soldat américain, au travers des films américains, était très respecté. Puis tout ça me parlait. Et de m'enrôler au Royal 22e Régiment, par exemple, ça, je l'avais pas vu venir. Mes choix étaient blindés, policiers militaires. Puis quand ils m'ont offert l'infanterie,
La raison pour laquelle j'ai accepté, c'est parce que je connaissais pas ça. Ouais, je comprends. Tout le monde sait c'est quoi un fantassin dans l'armée. Hein? C'est comme un signaleur dans le métier de la construction, il prend n'importe qui. Et c'est vrai. Fait qu'ils t'ont pris. Ils m'ont pris. Puis finalement, ça a été un bon fit. J'ai adoré cette famille-là parce que j'ai l'impression que j'ai choisi aussi inconsciemment les Forces armées canadiennes aujourd'hui parce que j'avais besoin d'une famille. Puis on le réalise une fois à la retraite à quel point les gens qui sont passés dans notre vie, puis des fois ça n'a pas eu besoin d'avoir eu une relation significative pour réaliser qu'on crée des liens juste à partager les mêmes difficultés, les mêmes objectifs. Oui, absolument. Puis tu sais, on en parlait un peu plus tôt, mais dans ton passage, entre autres au cégep de Limoilou, t'sais, moi, ça me parle beaucoup le milieu sportif. Tu parlais de jouer quand même du bon basketball, puis on en viendra un peu plus tard. Mais tu sais, au niveau du sport, au niveau des forces de police, au niveau de l'armée, on retrouve souvent ça, hein, le principe de en anglais, le brotherhood ou la fraternité. J'imagine que c'est quelque chose. Mais il y a l'aspect compétitif aussi. Souvent, je pense que les policiers, les militaires en général vont avoir un petit esprit compétitif, ce qui va ajouter à tout ça. J'ai joué 15 ans pour CESIM Basketball, Conseil international des sports militaires. Jusqu'à devenir capitaine de l'équipe Canada. Un Olympique militaire, plusieurs championnats mondiaux. Ça a été une super carrière. Ça, si on expliquait un peu... Même s'il y en a plusieurs qui me traitaient de faux fil parce que je jouais au basket pendant ma carrière militaire. ça me sonne plusieurs cloches quand même. Si on expliquait un peu parce que je pense que le basketball, ça a été quelque chose de très important pour toi. Je pense qu'il y a encore quelque chose d'important aussi, mais tout ce qui est olympique, militaire et tout ça, ça t'a-tu aidé ce sport-là dans ta vie puis à maintenir un peu une belle ligne? Je pense que le sport a toujours été un exutoire pour, je vais dire, passer certaines frustrations, dépenser mon énergie pour pas en arriver à être toujours dans ma tête. Le basketball a pris beaucoup d'importance aussi de par la représentation que ça avait aussi au niveau sur la scène mondiale. Je représentais mon pays, encore une fois, avec un chandail Canada. Tout ça me valorisait énormément. Je gagnais en estime de moi. Puis, tu rencontres des personnes extraordinaires aussi à l'étranger. Ces championnats du monde-là sont faits pour échanger avec les autres équipes de l'OTAN. Donc, c'est enrichissant fois 1000. Puis, tu le réalises pas quand tu le vis. Tu le réalises une fois que la carrière est terminée. Ben ça, une fois, tu le vis, tu fais ton sport, tu vas être compétitif. Tout ce que tu vois un peu, c'est la portion sport puis compétitivité. Puis tu veux gagner, là, tu sais. Fait que c'est sûr que tout le social qui entoure ça et tout, ben, ça passe en deuxième, mais c'est une belle façon de le voir en rétrospective, de dire, ben, hey, j'en ai voyagé, puis non seulement en raison de mon travail, mais où il y a aussi le sport, tu sais. Ça me motivait énormément à garder une forme physique exemplaire tout au long de l'année, parce que sinon, mes camps d'entraînement revenaient trop vite et trop difficile. Donc, ça me permettait aussi, dans des moments creux, qu'on passait au bataillon, d'aller pratiquer, développer, continuer cette discipline-là qui dans mon cas, m'a été bénéfique. Puis plus au niveau militaire, en fait, à Valcartier, on parle de année 2000, si je ne me trompe pas? Je vous présente le portrait. Je suis rentré en 1999. Je suis arrivé au premier bataillon. Je suis enrôlé comme fantassin d'infanterie. Je passe 10 ans au premier 22, peloton 5, la compagnie B, 2 déploiements, 2004, 2007, 2008, pour 17 mois au total. Je fais un changement de métier en 2008, non pas sans retourner à des études par correspondance pour rencontrer les critères d'admissibilité sur le programme de transfert. Et vous savez à quel point, pour ceux qui ont passé au travers du processus, ça peut être laborieux, difficile, long, pénible, mais pour en arriver en Afghanistan, à avoir une lettre d'acceptation dans le métier. Donc, je savais qu'en revenant au Canada, sur ma dernière mission, je m'en allais pour notre dépôt à nous, qui est à Borden, avec les policiers militaires, puis l'académie de police. Cette lettre-là, quand elle rentre, c'est-tu plus hey, j'ai vraiment hâte de partir d'ici, ou c'est je vais faire ce que j'ai à faire ici, puis je vais bien le faire, puis je vais partir ensuite changer de métier? C'est comment, quand on est déjà en déploiement, puis on sait qu'on va changer bientôt? J'ai comme l'impression, c'est un processus que j'ai amorcé avant la dernière mission 2007-2008 de 10 mois en Afghanistan. Mais étrangement, la lettre d'acceptation est sortie pas longtemps après une grosse embuscade. Donc, on peut penser que c'était une compensation avec ce qu'on venait de vivre. C'est un peu comme ça que je l'ai processé. Elle est comme arrivé au bon moment pour toi. J'aimerais ça aussi dire que, puis c'est important, je fais beaucoup de podcasts,
que il est possible qu'un vétéran ou un soldat ait vécu quelque chose et qu'une autre personne qui a vécu exactement la même chose n'ait pas la même perspective, puis qu'elle n'ait pas processé les mêmes informations. Absolument. Et que lors du témoignage, il peut avoir des contradictions. Donc, je le place tout le temps en entrée de jeu, mais c'est quelque chose qui est possible. C'est même possible que le cerveau, comment je pourrais dire ça, se forme une histoire, se crée une histoire dans la tête pour être capable de l'accepter. Pour le même événement qui s'est passé, mais il va y avoir une multitude de réactions possibles et de réactions du cerveau aussi. Ce qui va faire en sorte qu'on va développer, entre autres, possiblement un PTSD ou pas. Mais c'était pas évident de transitionner d'en arriver à un changement de métier. Tout le monde sait que faut que le métier soit ouvert à la sortie, puis que le prochain métier soit ouvert à l'entrée. Donc ton entrée dans la police militaire, est-ce que ça a été cette expérience-là d'ouverture ou ça a été plus difficile? Non, c'était exactement ce que j'avais besoin pour relancer ma carrière. L'Afghanistan, j'en avais eu assez. J'étais prêt à faire autre chose. Puis je pensais aussi à la deuxième carrière. Qu'est-ce que j'allais faire si je demeurais un soldat d'infanterie? Les armes de combat, c'est pas nécessairement évident de trouver un emploi qualifié dans tes propres qualifications. J'allais rencontrer mon rêve de jeunesse, de devenir policier. Ça allait renforcer mon besoin de servir la justice, en apprendre sur la loi. J'aimais beaucoup le politique. Ben déjà à l'origine, tu l'avais quand tu disais le sentiment de justice était fort chez toi. Ben là, ça venait assurément combler une bonne partie de qu'est-ce que tu voyais quand t'étais petit cul justement, puis tu disais hey, je veux faire ça plus tard. Ça venait combler une certaine partie. Oui. Puis ce processus-là, en fait, pour les néophytes, là, est-ce que c'est, tu sais, l'école de police à Borden, est-ce que c'est l'équivalent d'un Nicolette qu'on voit plus au niveau civil ici? Est-ce que c'est sensiblement les mêmes apprentissages avec une lunette militaire ou c'est complètement différent? Je pense qu'il faut davantage comparer à la GRC, qui ont un programme qui est très similaire au niveau des bases du travail de policier et d'enquêteur. Donc, c'est un 6 mois intense où est-ce que tu apprends les rudiments de base, les lois de base et les techniques d'enquête de base, parce qu'on en sort comme policier militaire, comme enquêteur, policier enquêteur. Contrairement, exemple, la police de Ville-et-Québec, ils vont envoyer les gens se faire former. Le cours d'enquêteur va venir plus tard dans la carrière. C'est le syndicat qui va te décider quand est-ce que tu vas être éligible à ça. D'accord. Les opportunités dans les Forces armées canadiennes, c'est ça. Hein? C'est qu'on n'a pas besoin d'attendre. Si la personne est prête, les superviseurs jugent que c'est le bon fit pour l'emploi, c'est les opportunités qu'on a. Puis est-ce que, dans le fond, de ce que j'en comprends, quand tu es en police militaire, tu peux être posté dans n'importe quel type de base. T'es pas formé en une seule chose. Absolument. La preuve, j'ai été posté ici à Bagotville. Personne ne veut venir ici. Mais non, c'est pas vrai. J'ai fait un passage rapide parce que, encore une fois, en Afghanistan, j'ai travaillé avec les forces spéciales, j'étais protection rapprochée, et des contacts s'étaient déjà faits pour poser ma candidature pour GTF, comme métier de support. Donc, on devait, une fois que l'académie de police terminée, valider mes qualifications de base de la police militaire. Donc, je suis venu ici pour faire mon Junior MP. C'est ici que j'ai fait ma première saisie illégale aussi de stupéfiants. Et non, mais on fait tous des erreurs. Et c'est ici que j'ai écœuré beaucoup de gens sur les stops et les lumières, mais sans jamais donner un maudit constat. Alors, mais j'ai adoré 1 an et demi à Bagotville, d'en apprendre sur la zone d'alerte, d'en apprendre à quel point cette base-là est d'une importance capitale pour la défense du pays. Ça a été formateur. L'aérodrome, comme à travailler sur les pistes, et dans un autre élément que le mien, mon élément était armé, ça a été excessivement formateur. Puis après avoir été ici à Bagotville, ensuite, ta carrière t'a amené où? Ça m'a amené à GTF. OK, à GTF. C'est là que j'ai fait mon entrée à Dwyer Hill 2010. Et j'amorçais une nouvelle carrière dans ce métier de policier militaire-là, dans certaines fonctions particulières, être attaché, parce qu'à cette époque-là, on était attaché à Dwyer Hill Training Center, qui est GTF2, situé à Ottawa. Puis est-ce que l'entraînement... juste dire, une fois qu'il est arrivé l'histoire, puis je pense qu'on peut en parler aujourd'hui, de Russell Williams, la police militaire a complètement changé sa façon d'exister dans sa structure, et c'est là où est-ce qu'on a vu aux forces spéciales former le SOF MPU, qui était l'unité de la police militaire des forces spéciales, mais qui devenait indépendante à ce moment-là du commandement de Dwyer Hill. OK, je comprends. Parce qu'avec ça a été des grands changements, ça. Parce qu'avec une unité
sous cette forme-là du GTF2 vient une application de la loi qui est différente? Non, premièrement, c'est au niveau des opérations. Ouais. Si tu fais un dossier d'enquête, puis ton dossier d'enquête se ramasse sur le bureau du commandant le lendemain, mais dans le fond, l'histoire parle de lui-même, ben tu vois Donc, la police militaire devait complètement être indépendante du commandement parce que le commandement aurait pu être impliqué dans une enquête. C'est ça le principe fondamental en arrière de ça, mais tout était à faire. Puis, qu'est-ce qu'on se discutait vendredi? C'est au niveau des opérations, des forces spéciales, au niveau domestique. C'est ça principalement que la police militaire a dû travailler de concert avec la GRC, advenant le cas que les opérateurs faisaient des frappes au Canada, considérer la scène comme une scène de crime. Et après ça, comment on processe ça, comment on fait les entrevues interrogatoires, comment on processe les évidences, puis comment après ça la GRC prend le contrôle du dossier. Ouais. Puis au niveau de cette formation, est-ce que tu dois avoir un entraînement qui est un peu comme le GTF2 ou est-ce que tu as besoin d'avoir des capacités physiques un peu comme ils le font dans le GTF2 au niveau des tests d'entrée et tout ça, ou c'est absolument parallèle? Ben, premièrement, les tests pour les opérateurs et les supporters sont différents. Okay. Les exigences physiques sont différentes. Il y a des cours qui sont spécifiques, bien entendu, aux supporters de l'unité, mais principalement, c'est tes capacités, tes compétences, tes habiletés dans ton propre métier, adaptées aux opérations des forces spéciales qui vont en faire de toi un métier de support pour les forces spéciales. OK. Puis cette transition-là dans l'emploi que tu as fait, donc quand t'es quand même revenu de 3 déploiements en Afghanistan. 2. Le dernier a juste duré 17 mois. Oui. 17 mois. 17 mois? Ouais. OK, je pensais que c'était 17 mois total. 17 mois pour 17 mois. Kaboul 2004, Afghanistan, Kandahar 2007-2008. OK. Réintégrer un métier ici au Canada, est-ce que ça devient difficile? Ça vient-tu avec un lot de défis quand même à ce moment-là? Tu parles de mon retour de Kandahar? Oui, c'est ça. Puis ensuite de transverser vers un nouveau métier, ça doit venir avec un petit temps d'adaptation ou t'étais tellement motivé par ce nouvel emploi-là qui s'en venait? Ben, l'adaptation, je pense, c'est de retourner à la pédagogie, de retourner la face dans les livres, là, pour OK, je comprends. Pour un fantassin, c'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours, là, même que si on peut éviter un roman, on va le faire comme fantassin. Je comprends. Ouais. OK. Puis, au niveau de police militaire, t'as fait ça jusqu'à la fin de ta carrière? Jusqu'à la fin de ma carrière, exactement. Jusqu'à temps de me retrouver dans une situation où je réalise que je suis plus en mesure de contrôler les symptômes d'un état de stress post-traumatique. Donc, pendant plusieurs années, j'étais fonctionnel avec tous les symptômes de l'état de stress post-traumatique. Puis, j'arrivais à compenser avec des pilules pour dormir, de de la drogue, thérapie de testostérone. J'ai tout essayé pour en arriver à continuer d'être fonctionnel dans mon travail, jusqu'à temps de réaliser à un moment donné, c'est le corps qui lâche, parce qu'il en peut plus. Puis tes méthodes adaptatives ne fonctionnent plus. C'est là où est-ce que, à un moment donné, tu te dis, je mettrai pas la sécurité de l'unité en danger. Je vais aller commencer à consulter. Premièrement, commencer à prendre de la vraie médication prescrite. C'est différent que d'acheter tout au noir parce que tu veux tout cacher. En fait, vous connaissez la culture interne de l'armée dans le sens que on veut pas voir personne aller chez le médecin puis de demander des journées de congé parce que on impose aux autres une charge de travail supplémentaire. Je comprends. Mettons, je fais une grande caricature, mais cette pression-là, des fois des pairs, des fois des superviseurs, t'amènent à skipper le médecin puis à avaler ta pilule puis à continuer à avancer. Puis éventuellement, ce que tu dis, c'est que c'est ton corps qui a lâché par rapport à ça. Exactement. C'est qu'à un moment donné, puis c'est pas juste mon corps, parce que j'avais beaucoup de difficultés à dormir. Il fallait que je dorme toujours avec une arme à feu. Fait que je me retrouvais même à dormir au travail, en boule, avec mon arme à feu, supervisé par mon commissionnaire ou mon partner. Ce qui est arrivé, c'était un moment où j'atteignais probablement les dernières limites. Ouais. Absolument. J'avais de la difficulté à lever ma poche de hockey. Il y a beaucoup de choses que j'étais plus capable de faire, même si mon cerveau voulait le faire. Mon corps me le refusait. Puis une sortie des forces de cette manière-là, pratiquement forcée, c'est ton corps qui t'a forcé et ton cerveau qui t'a forcé à quitter les forces. On quitte comment, ce métier-là? Ça dépend.
Puis sur le Soundcheck Podcast, qui est mon podcast maintenant, je rencontre des vétérans à toutes les semaines. Ouais. C'est différent pour chaque personne. Je pense à un soldat qui est accompli d'un force, puis que vers la fin de sa carrière, j'arrivais à la fin de mon 20 ans, commence à avoir des difficultés, veut aller prendre soin de sa santé. Je pense que le processus qui s'amorce de la libération, parce qu'on le sait une fois que le diagnostic, à l'époque, parce qu'aujourd'hui on a des programmes de rétention, à l'époque quand on avait le diagnostic, on se dirigeait vers la sortie. Je pense que c'est plus facile de l'envisager que quelqu'un qui a 7 ans dans l'armée, qui a des enfants qui viennent de s'acheter une nouvelle maison, que des grandes responsabilités. Absolument. Je pense que la transition peut être beaucoup plus difficile. Puis tu l'envisages pas nécessairement, tu es dans le déni, tu ne veux pas ça. Et on est plusieurs à avoir fait ça, de mettre la faute sur les forces armées canadiennes. OK. Est-ce que un bout tu me dis mon corps finissait, c'est mon corps qui a parlé puis c'est mon corps qui a fini par flancher. Mentalement, est-ce que tu te rendais compte des choses qui changeaient puis dans le creux dans lequel tu étais peut-être en train de tomber un peu? Absolument. Il y a un brouillard mental qui s'installe, la difficulté à des problèmes cognitifs qui sont très présents. Après ça, des réactions physiologiques qui sont disproportionnelles face à, exemple, une perception d'une menace. Ouais, je comprends. Avec l'unité, on joue au hockey et puis pendant cette joute de hockey-là, il y a un gars qui essaie de me sauter dessus, mais il veut me couper avec son patin. Donc, ma perception, c'est que ma vie est en danger. Ma perception de personnes avec des blessures, avec une blessure opérationnelle, m'amène à percevoir ça comme s'il voulait m'enlever la vie. Et comment ça se passe d'habitude au hockey, c'est pas tassez-vous, les gars vont se battre ensemble, mais c'est que tout le monde saute dans le tas. Fait que je me suis retrouvé à vouloir battre tout le monde puis à faire un blackout. Ouais, je comprends. Fait que je me rappelle pas de ce qui s'est passé. L'unité a eu les images vidéo. J'ai été suspendu, mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai réalisé que j'ai peut-être le risque de ne pas être en contrôle de mes propres actions. Ça doit être terrifiant un peu. Ça l'est. Ouais. Ça l'est. Parce que tu te demandes toujours, est-ce que ça va arriver dans un autre moment? OK. Ouais. Tu sais, je suis pas le seul, probablement, qui a vécu des épisodes de road rage où est-ce qu'on perçoit une menace. La menace, elle est pas significative, mais étant donné qu'on a beaucoup de charges émotionnelles accumulées, refoulées, ben ça sort tout d'un morceau, puis c'est souvent ton comportement qui est inadéquat face à la situation. Puis c'est drôle parce que ça me fait réfléchir dans un univers qui est le hockey. Là, je parle de vétérans, mais les soldats, c'est la même chose. Oui, bien sûr. Ouais, puis tu sais, quand tu me parles de sport, on dirait qu'au travers du hockey, de péter une couche puis de se batailler, c'est somme toute normal-ish. Mais tu sais, justement, quand tu me dis j'avais peur que ça m'arrive peut-être au restaurant, peut-être sur la route, peut-être au médecin ou quoi que ce soit, tu sais, là, ça devient, comme je l'ai dit, terrifiant, tu sais. Ça l'est terrifiant parce que on est des hommes et des femmes qui sont entraînés, on a été entraînés au combat, on sait comment faire mal à quelqu'un. Donc, ces compétences-là qui sont excellentes pour le métier qu'on fait, absolument, ben, sont pas nécessairement bonnes dans le civil. Puis si on a la possibilité de tomber ne serait-ce que quelques secondes inconscient de ce que tu fais, ben ça peut être une grande problématique. Absolument. Puis là, cette sortie-là, ça fait en quelle année? 2019. 2019. On s'est parlé samedi, puis tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué. T'as dit, moi, j'ai sorti en 2019, puis ils m'ont rencabané en 2020. Je pensais avoir gagné une liberté. Je dis pas que l'armée file comme une peine de prison, mais des fois, il y a des similarités. Surtout des fois, quand on rentre en bas âge, tout est à réapprendre. Mais dans mon cas, j'avais envie pour une fois, de décider toute de ma vie. Comment t'allais t'habiller. Puis la pandémie arrive. Et je débutais une nouvelle passion, c'est celui de faire du stand-up au Québec. C'était bien parti mon affaire et là on me coupe ça, donc on m'enlève ce qui remplaçait mon besoin d'adrénaline, besoin d'être accompli, ma nouvelle identité, puis là on me dirait chez vous faites des tartes, surtout quand très souvent, comme j'ai dit tantôt, une forme de médication pour nous c'est l'activité physique, on m'enlève aussi l'activité physique.
ça devient challengeant. Dans mon cas, il a fallu que je m'en vire de bord rapidement, puis c'est là où j'ai trouvé un projet de rénovation qui a duré au moins 1 an, qui m'a permis de toffer. Mm-hmm. Mais quand tu t'entraînes pas pendant 1 an, ton corps commence à éprouver des difficultés. Puis là, je le vois aujourd'hui comme vétéran, qu'il faut que je continue à m'entraîner. Pourquoi? Parce que sinon, mon corps se détériore, puis c'est là que les problèmes arrivent. Mm-hmm. Fait que je suis tombé dans un cercle vicieux. Je me suis mis à outre-manger comme je faisais à l'époque. Donc, c'est d'autres difficultés sont arrivées dans le portrait. Okay. Et quand on a réouvert les portes après la pandémie, moi, j'étais comme un chien d'un jeu de quilles. J'avais une urgence de vivre comme c'était jamais dans ma vie. Et encore aujourd'hui, il est possible que je sois malade parce que je veux pas me faire encabaner. Tu vas dire, c'est normal. Tu sais, dans l'immédiat, tu devrais dire, ben ici, maintenant, t'es pas en danger puis tu te feras pas encabaner. Mais inconsciemment, mon cerveau le processe pas comme ça. Donc, je suis convaincu qu'on est plusieurs à s'étourdir énormément pour essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Puis, dans un autre podcast que j'ai écouté que tu avais eu, je pense avec les Fallops, tu parlais un peu de la déconnexion des émotions que tu avais vécues à ce moment-là. Et de reconnecter avec ces émotions-là. En 2 phases, mettons, quand est-ce que tu réalises que t'es plus en contact avec tes émotions puis que tu as commencé à couper ça? Moi, je pense que la déconnexion émotionnelle a commencé au recrue. Je vais parler pour moi, mais je pense que ça peut être similaire pour plusieurs d'entre nous, que de façon répétitive de se faire dire que t'es un pas bon, ce qui est dans le plan de leçon, là, pour justement que tu te pousses au maximum. Quand tu donnes ton maximum puis tu veux tellement appartenir à la famille, tu veux tellement être un soldat puis tu te fais dire que tu seras jamais correct, ça fait mal. Et c'est là que tu commences à mettre un peu une carapace. Et de fil en aiguille, dans les Forces armées canadiennes, c'est pas étranger d'avoir vécu du harcèlement d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est tous des petites fissures qui viennent s'ajouter une en arrière de l'autre. Et tout au long d'une carrière, il peut arriver plusieurs événements potentiels traumatiques. C'est pas tous les hommes ou les femmes qui vont développer une blessure de stress opérationnel ou un état de stress post-traumatique dû à une opération à potentiel traumatique. Absolument. Mais du harcèlement prolongé ou successif pour en amener à un diagnostic semblable. Est-ce que tu penses qu'à l'époque, tu étais plus capable de compartimentaliser, mettons, OK, ici, je déconnecte de mes émotions, mais si je suis avec ma blonde, si je suis avec des gens et tout ça, est-ce que ce contact-là est capable de se refaire ou? Je pense qu'au début, j'avais une apparence que j'étais capable d'ouvrir et fermer. En apparence. En apparence. Mais tu le réalises quand que ta difficulté de pas t'enraciner, mais ta difficulté d'entrer en relation profonde arrive et ton incapacité à ressentir de façon significative pour que ton comportement suive ton cerveau, tu réalises que tu as des lacunes émotionnelles. Et je pense que dans un processus de la formation d'un soldat, c'est nécessaire de déconnecter un peu. Si on était tous purs et sensibles, je pense qu'on n'aurait pas été capable de faire notre métier de façon adéquate. Je pense qu'on doit être soit capable de faire de la coupure ou soit qu'on désensibilise un petit peu. Mais le grand défi à la sortie, c'est de se reconnecter sur ses émotions. C'est de faire la part des choses. Et moi, surprenamment, je pensais que j'avais perdu ça, que c'était probablement la plus grande perte de ma carrière, c'était cette sensibilité-là, cette capacité-là de tomber en amour. Je l'avais perdu jusqu'à temps que je commence les arts de la scène. Et là puis c'est drôle parce que c'était planifié mon affaire. Je voulais faire rire les gens, j'étais petit cul. Puis je m'étais dit, OK, je m'en vais vers la libération. J'ai eu une belle carrière, je suis accompli. Faut qu'on fasse autre chose. Donc, dans ce processus-là, l'objectif, c'était de s'inscrire à l'École nationale de l'humour. Ce que j'ai fait. Mettons 6 mois avant ma sortie, pour voir, premièrement, si c'était pour moi la pédagogie, puis si j'allais être capable, avec les problèmes cognitifs, de faire du stand-up. Fait que je m'inscris à l'École nationale de l'humour, mais en même temps, je crée une fondation qui s'appelle Marqué pour la vie, markforlifecanada.com. Et mon idée, c'est, au travers d'un programme comme ça, c'est briser l'isolement, c'est d'envoyer des vétérans faire des gains émotionnels. Je pense que c'était pas juste les vétérans, c'était, je pense, tous les premiers répondants confondus. Faire des gains émotionnels
Et après ça, que tout ça contribue à leur rétablissement. Donc, cette fondation-là permettait à un homme ou à une femme d'accompagner un enfant dans une activité sportive, culturelle ou sociale. C'était supporté financièrement par la fondation. Et de par l'implication, le soldat ou le vétéran brisait l'isolement, s'en allait accompagner le jeune qui allait se développer et allait en tirer des gains aussi, une valorisation face à cet accompagnement-là. Ça existe encore, ce programme-là? Non, la pandémie et le financement m'a forcé à mettre fin à la fondation. Cependant, j'ai continué un peu le même modèle parce que j'ai réalisé que les arts de la scène continuaient à me faire progresser dans mon rétablissement. À chaque année, depuis 6 ans maintenant, je donne et je lance l'invitation à tous les vétérans ou les soldats qui sont en voie de libération, s'ils veulent joindre le programme. Je donne une formation d'écriture humoristique, présentation numéro, gratuite à chaque année. Ça dure un week-end. On peut le donner en virtuel aussi. Puis ça connaît un franc succès, là. Depuis, ça fait quoi, 6 ans, je crois? Ça fait 6 ans maintenant. Et on leur donne la chance de préparer un numéro d'humour de 5 minutes. Puis on veut pas en faire des humoristes de la relève. Ce qu'on veut leur donner, c'est l'opportunité de briser l'isolement, de vivre les arts de la scène avec des gens qui partagent leur même réalité. Puis on les amène durant la semaine de l'armistice à un spectacle qui s'appelle Les vrais vétérans de l'humour. Et à chaque année, ça connaît un franc succès. Chaque année, il ne me reste pas. Y a-t-il quelqu'un que... Non. Je me suis tourné vers toi. À chaque année, c'est toujours sold out et sont tellement bons. Puis parce que je fais partie de l'industrie, je les ai amenés en festival. Ils ont commencé par le festival Minifest à Montréal quand le festival Juste pour rire a tombé. Donc le Minifest était le seul festival. Et l'année passée, ils se sont produits hors programme là, au Festival du rire de Joliette. Ils sont réinvités cette année. Wow. Donc, le programme, c'est beaucoup de bouche à oreille. J'ai pas fait je voulais que ça se développe de façon organique pour en prouver la valeur du programme. Mais il s'est créé une communauté autour de ça qui est fantastique. Puis c'est un principe, je pense qu'on retrouve beaucoup chez toi en termes de, tu disais tantôt, l'armée a été vraiment une famille. Ensuite, cet esprit de communauté-là que tu es allé recréer avec les vétérans. Tout à l'heure, tu mentionnais au niveau des émotions en connectant avec la scène, ça t'a amené à reconnecter un peu avec tes émotions puis l'amour de la scène que tu avais? Oui, je pense qu'au travers de ces gains émotionnels-là que je faisais soir après soir, ça m'amenait à vivre l'émotion positive, mais en même temps, après, j'avais un contre-coup d'émotions désagréables. Probablement, la porte était ouverte. Et là, il y a des émotions qui passaient que j'avais pas traitées ou j'avais peu traitées parce que c'était pas des choses qui étaient dominantes. Donc, j'avais la possibilité de prendre ces nouveaux enjeux-là puis de les traiter en psychothérapie parce que j'amenais la thérapie plus loin. Parce que mon cerveau, ma volonté était d'aller plus loin dans le traitement de ces problématiques-là. Puis justement, au niveau traitement, au niveau psychothérapie et tout ça, est-ce que c'est toi-même qui as magasiné tes services ou est-ce que ça a été avec l'aide d'anciens combattants? De quelle manière ça s'est orchestré une fois sorti des forces? C'est une bonne question parce que, comme plusieurs, je voulais pas nécessairement aller en psychothérapie. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt à mettre une étiquette. J'étais pas prêt à faire les efforts non plus de souffrir émotionnellement pour être capable un jour d'en souffrir moins. Je sais pas si ça parle à plusieurs personnes. Mais... parce que toi, t'avais déconnecté. Donc, si tu déconnectes, t'es plus en souffrance. Donc et souvent, quand tu sors des forces et que c'est pas toi qui as choisi ta date de sortie, tu sors avec des frustrations et t'as de la difficulté à faire la part des choses à qui sont les responsabilités. Tantôt, t'as tes propres responsabilités. Il y avait des mauvais superviseurs dans des mauvais postes qui étaient des responsabilités. Et des fois, le temps et l'usure du corps fait en sorte que tu rencontres des difficultés, mais qui sont là parce que c'est la nature du service. Fait que quand tu prends le temps de tout voir ça en perspective, t'évolues, tu changes et ta perspective est différente d'au début. Donc, au niveau des services de santé mentale, je savais et j'étais prêt à le faire, pas prêt à le faire. Je savais que ça allait faire une différence, puis j'allais être plus équilibré. J'allais désensibiliser plusieurs déclencheurs.
Mais parce que j'étais pas prêt, puis j'étais dans un processus de libération, c'est comme s'il y avait une pression de « Hey, faut que je me soigne tout de suite. » Encore dans la performance. Fait oui, toujours dans la performance. Ah oui, ça, non, c'est vraiment, c'est solide ce que tu dis là, parce que on veut tellement performer, puis on veut tellement revenir le plus rapidement. C'est, donne-moi 8 séances par semaine. Non, tu n'y arriveras pas. Puis j'ai dépassé mes limites au niveau des séances. Mais si je retourne avant ça, les premières choses que je faisais en psychothérapie, c'était pratiquement de l'évitement. Tu sais, je parlais de rien. Ça l'avançait à rien. Jusqu'à temps que je me mette à écrire chez moi seul ce que je vivais. OK. Fait que de facto, je faisais de la psychothérapie sans le savoir. Un genre de journal. Thérapie. Exact. Je prenais des feuilles 8,5 par once. J'écrivais c'était quoi mon cauchemar d'hier. OK. J'expliquais qu'est-ce que je me rappelais, qu'est-ce que ça réveillait comme émotion chez moi. OK. Comment je pourrais dire ça? La vulnérabilité que ça pouvait provoquer, toutes les émotions qui pouvaient suivre suite à ce que j'allais coucher sur papier. Mm-hmm. Puis des fois, ça pourrait être des frustrations qui sont pas reliées à un événement traumatique. Ça pourrait être juste des frustrations de situations circonstancielles où est-ce que ton boss te fait chier. Ouais. Mais à un moment donné, si c'est dans ta tête, ça t'envahit, mets-le sur un bout de papier. Fait que j'écrivais, je lisais, je m'enregistrais, je réécoutais. Puis à un moment donné, mon histoire est devenue pour moi tellement banale que je commençais à avoir déjà une désensibilisation, puis j'avais pas encore commencé la vraie psychothérapie. OK. Fait que c'est ce processus-là qui m'a amené à un moment donné à dire bon, ben je pense que je suis prêt, j'ai assez une bonne distance pour commencer à parler et à m'ouvrir. Puis le choix du thérapeute, c'est une des choses les plus importantes. Puis encore une fois, on est pressé, on veut que tes employeurs veulent que tu reviennes au travail rapidement. Toi, tu veux revenir au travail rapidement, mais des fois le processus doit être plus long parce que t'as pas un bon match avec le thérapeute. Absolument. Et il faut pas être gêné de demander la possibilité de rencontrer un autre thérapeute. Puis ça devrait pas se faire avec des difficultés, même si les ressources sont rares, parce que sinon, si t'es pas un bon match, si t'es pas capable d'avoir une certaine vulnérabilité, tu seras pas en mesure d'être capable d'aller toucher ce que tu veux toucher. Puis toi, pour t'orienter au travers de ces services-là, au travers de il va rencontrer un psychothérapeute, est-ce que c'est des anciens collègues? Est-ce que c'est des gens qui ont passé par là qui t'ont aidé? Les danseuses d'entre nous, principalement, puis non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est 2 personnes viennent de Québec. Non, je pense que c'est ma volonté, comme tous les soldats, de dire « Hey, je vais revenir fit. » Ouais. Donnez-moi du temps. Ça sera pas long. Je vais revenir. Puis c'est souvent l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'on veut pas se donner du temps. Puis c'est important de se donner du temps. Parce que le temps aide les choses, surtout quand on continue à évoluer dans le rétablissement, que ce soit de la physiothérapie ou de la psychothérapie. Ouais. Pour chaque personne, il y a un rythme. Faut que tu trouves ton rythme pour que lorsque tu fais la psychothérapie, que ta vie goûte encore quelque chose, parce que sinon, c'est là que les idées noires arrivent. Ouais. Faut que ça goûte quelque chose de bon à quelque part. Fait que c'est important de pas oublier, au travers de ça, de trouver des choses positives. Puis tu sais, ce que tu me dis, ça me rappelle dans le temps, encore une fois, de cette fameuse COVID-là, les jeunes qui allaient à l'école à peu près pas, là, c'était juste par vidéo, disaient « Hey, il me reste juste le plat de l'école. » J'ai plus le fun de l'école. Le fun de l'école, c'est quoi? Tu jases avec des amis à récréation, tu planifies des sorties le soir. Mais là, qu'il y aurait juste le plat, ça me fait penser à ça. Il y aurait juste le plat de la vie. Les idées noires et tout ça. Puis ça me fait penser, aujourd'hui commence, entre autres, la semaine de la prévention du suicide. Donc, ça fit avec ce que tu dis. Est-ce que c'est un passage où avec qui t'as flirté? Ou est-ce que t'avais des gens pour t'aiguiller là-dedans, dans ces idées noires-là? Est-ce que... Non, j'ai vécu ça seul. Okay. De mémoire, il y a une personne proche de moi à qui je l'ai confié, mais c'est après coup. Même, je l'ai pas dit à cause de la honte, principalement. Puis moi, de la façon dont la volonté de m'enlever la vie s'est traduite, c'est que je voulais passer un message. Je souffrais tellement, puis je croyais que c'était de la faute à lui, puis c'était de la faute à elle, puis c'était de la faute... Puis à un moment donné... C'est une bonne chose que je l'ai pas faite parce que j'avais tort. Même si j'étais envahi par des idées suicidaires, j'avais tort dans
pourquoi je voulais en arriver à m'enlever la vie. Puis à la fin de la journée, la souffrance est que passager. Puis t'as raison que j'aurais dû le vivre avec quelqu'un à côté de moi plutôt que de le vivre seul parce que les risques auraient été moins grands que je m'enlève la vie. Fait que le principe du binôme qu'on apprend dans l'armée, là, c'est pas un principe anodin. C'est un principe qui me suit encore aujourd'hui. Mon binôme est encore dans ma vie aujourd'hui. On se parle pas tous les jours, mais quand on se parle, c'est comme si c'était hier. Binôme, je sais que cette personne-là, je peux lui faire confiance jusqu'à la fin de ma vie. OK. Binôme, on parle comme d'un... faut jamais être seul, mettons, faut tout le temps être deux. Quelqu'un qui va watcher ton back. OK. Mais sans nécessairement qu'il y ait une position de pouvoir, parce que des fois, le père aidant peut être perçu comme quelqu'un qui va te dire quoi faire ou te moraliser. Juste d'avoir des gens pour s'accompagner. Puis ma transition dans les Forces armées canadiennes, puis ça, c'est un des grands défis, on va en parler. Dans la transition, tu as l'apprentissage de redevenir un civil, de faire ta fiscalité peut-être d'une façon différente, d'avancer avec l'administration de la sortie et aussi pour certains qui s'en vont vers une transition vers un autre métier ou d'apprendre de retourner à l'école ou si tu t'en vas vers l'invalidité totale et permanente, c'est tous des avenues qui comportent leurs défis et quand tu le fais en équipe, puis on le sait dans l'armée, t'as beaucoup plus de chances de succès parce que quand il y en a un qui ira pas bien, ben ça va être l'autre qui va le tirer. Puis ensemble, vous allez être capable, mets-toi sur le chapitre 4, puis apprends la loi sur le bien-être des anciens combattants, puis moi je vais regarder qu'est-ce que ça prend pour faire la demande de prestation d'invalidité. Vivez pas ça tout seul. Demandez de l'aide aux autres. Là, j'ai vu, il commence à y avoir un mouvement où c'est que des gens demandent des sous à des vétérans ou des soldats en voie de libération, des soldats qui font des demandes d'invalidité. Et je me suis posé la question si c'était correct, si c'était éthique de le faire. Moi, je l'ai jamais fait. Les gens que je connais qui le font ne l'ont jamais fait. Cependant, je sais que ça existe. Puis je me suis dit au début, ça n'a pas de bon sens, tu sais, de demander de l'argent à quelqu'un pour l'aider. Un frère d'armes, une sœur d'armes, tu devrais être là à 100% sans nécessairement t'attendre à avoir quelque chose en retour. Mais en même temps, j'ai été celui qui a utilisé les cliniques privées pour en arriver à un résultat plus rapide. Donc, j'ai payé des spécialistes de santé pour en arriver avoir des X-rays plus rapides, pour avoir des diagnostics plus rapides. Pourquoi? Pour avoir des soins et des services plus rapides. C'est ça. Donc, cordonnier mal chaussé, j'ai payé quelqu'un pour me faire aider. Donc, je pense que le message dans tout ça, c'est demander de l'aide. Absolument. Restez pas... C'est compliqué, la loi sur le bien-être des anciens combattants. C'est pas tout le monde qui vont sortir des forces ou qui sont des forces avec les mêmes capacités intellectuelles, les mêmes capacités de compréhension de texte, de rédaction. Allez chercher des ressources qui vont vous aider autour de vous autres. Même s'ils connaissent pas l'armée, sont sûrement capables de lire un formulaire, en discutant avec vous autres. Même si vous n'avez pas la capacité d'écrire, faites-le écrire par quelqu'un d'autre. Absolument. Demandez de l'aide. Puis en fait, donc maintenant, tu animes le podcast, le Soundcheck Podcast, où tu reçois en grande majorité des vétérans. Je recevais exclusivement des vétérans. Parce que le processus que je vous ai expliqué tantôt avec les vrais vétérans de l'humour m'amène à voir cette communauté-là se créer contre ma propre volonté, dans le sens que j'avais pas prévu ça. Cette communauté-là s'aide sur 12 mois par année. Pas de façon continue, mais de façon périodique. Quand il y en a qui vivent un moment difficile, on a un groupe, puis c'est là où est-ce que les gens se cheer up, puis préparent les prochaines activités qu'on propose. Comme cette année, je les amène au Gala des Oliviers. Donc, étant donné qu'ils sont en nomination au travers du Festival du Rire de Joliette, ben, je leur permets d'aller vivre un tapis rouge aux Oliviers cette année encore une fois. Donc, ce groupe-là est devenu tellement une famille tissée serrée que ça le fait effet boule de neige. Puis là, je réalisais que ça aussi, c'est positif. Autant que le programme. Et j'ai envie de les présenter, ces gens-là, parce que je pense que ça va pouvoir aider plusieurs dans leur établissement. Fait que j'avais déjà un podcast qui était le Soundcheck Podcast, qui était, grosso modo, la version Wish de sous-écoute, dans le sens que j'avais des humoristes de la relève qui venaient sur ma soirée d'humour. On passait du bon temps. Puis s'il y en a qui sont intéressés, les épisodes sont toujours disponibles sur ma chaîne YouTube, Steven Bilodeau, humoriste, ou le Soundcheck Podcast. Puis un des défis que je rencontrais sur scène au départ, c'est que surtout au Québec,
les militaires et les vétérans ne sont pas nécessairement aimés comme les pompiers. Ouais, je suis poli en disant ça. Hein? Ouais, non, on est soit la population québécoise sont dans l'indifférence, soit qui n'aiment pas du tout le choix de servir une force armée. Plusieurs considèrent qu'on ne devrait pas avoir d'armée. Puis il y en a d'autres qui se souviennent aussi de plusieurs épisodes au travers du temps où est-ce qu'on pouvait prendre d'un événement puis associer le comportement, exemple le caporal Lortie, aux forces armées canadiennes. Ouais, je comprends. Donc, étant donné que c'est une réalité que je faisais face sur scène et qu'on m'aimait pas à prime abord, là, j'ai dit, il faut qu'on joue dans l'image. Donc, faut que je présente l'humain avant de présenter la couleur que j'ai. Tu sais, j'ai pas le choix. Une carrière militaire, tu balayes pas ça en arrière. Tu vis avec, ça fait partie de ton identité. Puis j'avais pas envie non plus de renier ça. Fait que j'ai dit, je vais juste avoir une autre approche plus stratégique, qui était celle-là de présenter moi comme humain. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix des armes, pourquoi j'ai décidé de choisir les forces armées canadiennes. Puis ça veut pas dire que je suis contre la séparation du Québec, ça veut pas dire que je suis contre la langue française ou que je suis un fédéraliste, ça veut dire que je suis quelqu'un qui a servi les forces armées canadiennes. Je suis un être humain, j'ai un parcours, j'ai une famille, j'ai eu des défis dans ma vie également. Et en humanisant un peu ces hommes et ces femmes-là, je réussis à présenter le soldat puis le vétéran d'une façon différente. Donc, je pense que tranquillement, on commence à faire changer la perception, surtout des Canadiens français envers les hommes et les femmes qui ont décidé de choisir les forces. Puis c'est fascinant parce que, tu sais, quand tu disais, bon, peut-être que les vétérans ont mauvaise presse dans une certaine mesure au Québec, c'est vrai que si on regarde ici au Saguenay, là, tout ce qu'on voit, c'est des stationnements pour vétérans, genre chez Michaels, puis pas loin d'ici, là, c'est la seule chose qu'on voit. Par moment, on voit le coquelicot, on en parle un peu dans les médias, la parade au centre-ville, mais reste que on n'en parle pas beaucoup. Je suis pas nécessairement en faveur des stationnements. Je sais que je ferai pas l'unanimité, mais je vais quand même donner mon opinion. Les stationnements vétérans, c'est correct. Sauf que de placer le stationnement vétéran, identifier vétéran le plus proche de la porte, puis d'enlever une place de stationnement à un civil. Ça peut être une infirmière, ça peut être une personne qui n'a pas nécessairement une passe handicapée, mais qu'il peut avoir des enjeux de mobilité. Je pense que c'est pas bon pour notre presse à nous. Je pense qu'on devrait pas prendre la place d'un citoyen parce qu'on a servi les forces armées canadiennes. Sinon, je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait avec les policiers, qu'est-ce qu'on fait avec les infirmières, qu'est-ce qu'on fait avec les enseignants. Tout le monde mériterait un stationnement privilégié. Qu'on identifie un stationnement, je suis pour, mais qu'on le place le plus proche de la porte, je pense pas que ça nous fait bonne presse. Intéressant. Si tu es handicapé puis tu en arrives à rencontrer les critères pour une passe d'handicapé, comme dans toutes les provinces canadiennes, tu vas avoir ton stationnement proche de la porte. Si c'est une identification, une valorisation qu'on veut en faire, on n'est pas obligé de prendre celui le plus proche de la porte. C'est mon opinion dans ce dossier-là. Par contre, je supporte les gens qui le font, je sais pourquoi ils le font, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que les autres font, surtout quand on est vétéran, on réalise que c'est drôle parce que on prend plaisir davantage à juger ceux qui ont fait le même métier que nous ou qui ont porté l'uniforme. Puis c'est une raison pourquoi je comprends pas. Je comprends. C'est comme si on se donnait le loisir de pointer du doigt un comportement de quelqu'un qui est rendu civil parce qu'il a porté l'uniforme avec nous. Tantôt, tu parlais je refais comme une espèce de petite parenthèse. Tantôt, tu parlais de désinstitualisation, de sortir de cette transition-là où tous les matins tu te levais, tu savais exactement quel uniforme t'allais porter, tu savais exactement ce que tu faisais, ton médecin il est sa base, ton pharmacien il est sa base. Sortir de ce mouvement-là, de ce cadre-là. Moi, je suis allée à l'école privée au secondaire, puis j'avais un uniforme, puis arrivé au cégep, c'était déjà comme une désorganisation. Comment tu sors après 20 ans des forces dans cette transition-là de rebaigner dans la vie civile, ça vient aussi... on dirait que ça ferait peur un peu des fois où on sait plus comment s'orienter. C'est ce que tu mentionnais. Dans mon cas, j'ai jamais mis mes yeux dans le même panier. Ouais, OK.
je considérais que l'armée pouvait être précaire d'une blessure ou dès que tu commences dans l'armée, on te dit on n'est pas allé te chercher chez vous, si ça fait pas ton bonheur, qu'est-ce ton camp, on va te sacrer dehors. Donc cette menace-là vient avec une insécurité, puis moi ça s'est traduit en je vais toujours avoir un backup, je vais toujours avoir une entreprise. Donc je suis devenu entrepreneur au travers de mon service militaire pour avoir toujours ce pouvoir de force-là de dire ben dans 6 mois je suis parti. Oui, puis donc puis justement on est à Bagotville aujourd'hui, c'est ici que j'ai fondé un restaurant. C'est probablement une de mes plus beaux accomplissements. J'ai fondé Sushizan Jonquière, ça à Saint-Dominique, puis à l'époque en 2010, il fallait que tu expliques aux gens c'était quoi un sushi. Ben il y a ça là, oui. Et l'aventure a duré 6 mois, mais cette carrière-là m'a amené à travailler dans les bars très très longtemps à Québec, m'a amené à avoir plusieurs entreprises justement pour pas mettre mes yeux dans le même panier. Donc pour moi l'habillement, je m'habillais déjà au civil, je voyageais le monde avec le Season Basketball. C'était pas compliqué. Où est-ce que c'était compliqué, c'est dans la façon de faire les choses. De reprendre le contrôle de ta fiscalité, parce que là, tu n'as plus juste un slip de paye. Puis il y a des grands défis, la libération, puis souvent, encore une fois, on libère, puis on est en crise, puis on veut sacrer notre camp, puis on veut pas aller faire les programmes mandatés, mais allez faire les programmes mandatés. C'est nécessaire à votre compréhension de ce que vous avez probablement jamais eu la chance de regarder. Comme prenez comme exemple le défi de plusieurs qui reçoivent plusieurs chèques, où est-ce que les taxes sont enlevées au minimum. Mettons que tu en reçois 6 chèques ou 5 chèques. Tout le monde t'enlève le minimum de taxes. À la fin de l'année, là, tu vas devoir énormément de taxes. Absolument. Il y en a beaucoup qui font pas leur rapport d'impôt après la sortie des forces parce que, justement, ils veulent plus rien faire. Cette fiscalité-là, elle est importante, tu sais. Et je pense que c'est une des choses qu'on doit prendre on voit beaucoup de vétérans présentement qui sont envahis parce que de laisser des grands montants d'argent comme ça en souffrance, à mettre des acomptes provisionnels. Si t'es pas au courant de tes acomptes provisionnels, t'as des pénalités qui sont imposées. Puis vous le savez que le gouvernement, c'est pas eux qui vont perdre une scène. Tu sais, je fais juste dire ça parce que c'est un grand fléau présentement dans la transition. Faut comprendre davantage qu'est-ce qu'ils sont nos nouvelles responsabilités comme civils. Puis t'en parles, puis moi ça fait. Je pense pas que l'habillement soit l'enjeu. L'enjeu numéro 1. Je pense qu'il y a des plus grands enjeux que ça. Donc celui de se trouver une nouvelle identité. Tu sais, tu parles d'impôts, puis tu parles. Là, moi ça fait 9 ans que je travaille à la même place, j'ai un seul slip de paye. Puis les impôts arrivent, puis je sais que c'est moi qui ai fait ça, puis je suis déjà pas bien. Tu sais, donc je peux imaginer ça fait 20 ans que mettons, tu rentres dans l'armée à 17 ans. Ben oui, c'est ça. Tu sais, t'as toujours eu un slip de paye. T'avais pas d'enfant, tu travaillais, t'étais toujours dans la même province. Tu prends ta libération, on t'envoie dans une autre province, une nouvelle fiscalité. De tous ces changements-là qui s'opèrent en même temps. Faut que tu te prépares à ça. Mais t'es pas prêt quand t'arrives à ta sortie. Donc, qu'est-ce que tu fais? Faut que tu demandes de l'aide. Puis justement, de par ton podcast, c'est un sujet que vous abordez une fois, ici et là avec tes invités. C'est quoi les réactions de la communauté qui te suit justement? Est-ce que t'as des commentaires sur ce podcast-là? Est-ce que au-delà des invités que tu reçois, est-ce que t'as des gens qui disent hey merci, j'ai écouté tel épisode là, puis astique, ça a débloqué telle affaire autant au niveau peut-être de psychothérapie ou ne serait-ce que au niveau financier ou des choses comme ça? C'est quoi la réaction des gens? Je pense que chaque sujet peut en apprendre davantage, au moins donner une perspective du témoignage en fonction de l'expérience. Mais encore une fois, chaque personne va témoigner de son expérience et ça va être différent. Il y a beaucoup de gens qui aiment écouter le podcast, pour ce langage-là, ce vocabulaire-là de l'armée. Il y en a beaucoup qui s'ennuient de ce vocabulaire-là. On a beaucoup de vétérans expats aussi à l'extérieur. Eux, ça leur donne un lien encore avec les frères et les sœurs d'armes. Et j'ai fait en sorte sur le podcast non plus que j'invite pas nécessairement les gens qui ont eu les plus grandes carrières parce que c'est pas ça que je voulais présenter. Je voulais présenter l'humain. Donc, il n'y a pas d'enjeu de ce que j'ai fait n'est pas assez gros.
Parce que ce que tu as fait, c'est que tu as signé un chèque en blanc pour servir les Forces armées canadiennes, puis il était possible que dès les recrues, tu ne reviennes pas chez vous. Ouais. Ça fait de toi un vétéran. Donc, ta décision de servir les Forces armées canadiennes, elle est suffisante pour que tu viennes raconter ton histoire. Ouais. Même si ta carrière n'a pas été longue. Souvent, il y en a qui n'ont pas choisi de ne pas déployer. 35 ans de carrière à travailler, puis s'en aller partout. Mais parce que le système de décoration des Forces armées canadiennes n'est pas généreux, puis je mâche mes mots, ben ça fait en sorte que certains sortent et ne se sentent pas dignes de leur service parce que c'est pas représentatif sur leur uniforme. C'est triste. Fait qu'il faut trouver une façon de valoriser tous ces gens-là qui ont servi les Forces armées canadiennes, peu importe le temps, peu importe les décorations, peu importe les opérations. Et j'en suis fier. J'ai réussi, je pense, à présenter un bel éventail des 3 éléments de pratiquement tous les métiers des Forces armées canadiennes. Je vais continuer de le faire parce que ce que je cherche, c'est pas du sensationnalisme. Je cherche à présenter juste les humains que nous sommes et le cœur qu'on a mis à vouloir servir les forces. Puis toi, justement, de reconnecter avec l'humain toi-même que tu étais par la scène et tout, y a-tu des nouvelles choses que tu as appris sur toi, des choses que tu as réalisées que peut-être que tu savais pas encore? Oui, j'ai des gros problèmes cognitifs. Mais ça a été en adaptation, pour tous les symptômes qui viennent avec le PTSD. Tu sais, quand t'es sur scène puis t'as un spot d'en face que t'es pas capable de spotter sorti, de voir dans l'ensemble de la salle qu'est-ce qui pourrait être problématique. Tout ce travail de recherche-là qu'on fait en hypervigilance, qui nous rend des excellents soldats, mais qui est pas très pratique sur une scène. Ça a été un apprivoisement de désensibiliser ça, d'être capable de faire mon travail plus relax sur scène. Puis ceux qui ont suivi mon parcours, j'ai été découvert dans la série web Le Gong Show, ont pu voir aussi un Steven beaucoup plus posé au fil des années. Parce que j'ai appris à adapter face à ce que moi je percevais être des menaces. La chaleur, par exemple. Est-ce qu'on guérit, entre guillemets, d'un PTSD pour toi? Est-ce que aujourd'hui tu l'as encore, mais c'est plus atténuer les répercussions que ça a sur ta vie? On guérit pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça, qu'on pouvait guérir du PTSD. Je l'ai pas cru. Mais encore là, je suis pas un médecin, mais je pense qu'on doit apprendre à vivre avec. Tantôt, les symptômes vont être plus aigus, d'autres tantôt plus bas. Faut se trouver les moyens de coper avec toutes ces difficultés-là. Puis encore une fois, c'est pas une course, c'est un marathon. Et faut prendre un morceau de robot à la fois. Puis tu nous as parlé un petit peu la semaine passée, en fait, là, avec un de tes partners, toi, vous aidez justement des vétérans, quand tu parlais de la complexité du système, au niveau de la rédaction de rapports ou des choses comme ça. C'est encore une fois un autre type de bénévolat que tu offres, ou pas que tu offres, mais que dans lequel tu t'impliques. Non, c'est pas un service que j'offre. non, c'est ça. De bouche à oreille. Au niveau de l'accompagnement. Ouais. J'en ai mentionné au début du podcast, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, si ça vous coûte pas rien, tant mieux. Si ça vous coûte des sous, moi, je vous encourage à le faire parce que vous en avez besoin pour avoir des soins et des services. Et éventuellement, pour ceux qui rejoignent l'invalidité totale et permanente, vous avez besoin de ça dans votre dossier. Je vous ai parlé de l'utilisation des cliniques privées, mais c'est pas nécessaire d'utiliser des cliniques privées. Cependant, mon binôme et moi, avec qui j'ai traversé tous ces demandes d'invalidité-là, on a beaucoup appris sur la loi du bien-être des anciens combattants. Et aujourd'hui, on partage notre savoir. Mais souvent, quand on veut aider un vétéran, le vétéran qui n'a pas pris le temps de lire parce qu'il était en incapacité, parce que ça y tentait pas, parce que il ne savait pas comment faire, puis on a des vétérans qui sont même pas capables de se loguer sur un ordinateur. Ça, c'est la réalité de la communauté. Il y a tout un spectre dans tout ça. Ben, on n'a pas le temps de faire de l'éducation sur la loi sur le bien-être des anciens combattants et de pourquoi on fait les choses ou pourquoi on utilise des mots qui sont dans les chartes de la loi parce qu'on veut une décision favorable le plus rapidement possible. Fait que souvent, on va demander aux vétérans, assis-toi là, je vais te dire, je vais te donner la recette, tu vas faire la recette, mais demande-moi pas de t'expliquer qu'est-ce qui m'a amené à te donner cette recette-là. Encore une fois, sachez que si vous sollicitez de l'aide de quelqu'un, vous prenez le risque que cette personne-là ne soit pas bien informée ou que son information soit obsolète ou que la personne ait juste
pas capable de faire la part des choses dans ce qui est demandé par Anciens combattants Canada. Puis le but, c'est pas de crosser le système, c'est pour en arriver à une décision, puis on le connaît bien le système, d'arriver à la décision favorable, ça prend les mêmes mots qui se retrouvent dans la charte. Fait que, si vous avez des gens avec des compétences, ramassez-vous ensemble, puis faites-le ensemble. Des fois, ça peut être difficile de parler de son dossier de santé. Vous n'êtes pas obligé de donner les détails nécessairement du dossier de santé. Gardez-vous une certaine pudeur dans ce que vous voulez pas partager. Je suis convaincu que vous allez être capable d'en arriver à un objectif, mais restez pas seul là-dedans, tabarouette, parce que c'est souvent là qui va amener plus de consommation. Quand je dis plus, parce que j'associe beaucoup de consommation à la sortie des Forces armées canadiennes. Plus de consommation, et cette plus de consommation-là peut t'amener à perdre ta famille, ta maison et ta vie. Puis, je me souviens de quand on s'était parlé hors micro, tu nous avais mentionné aussi de, tu sais, il faut pas tomber dans le piège de broyer du noir tous ensemble aussi, puis de se contaminer un peu dans différents esprits. Ouais. On n'est pas tous rendus au même niveau de rétablissement. Je parle pour les gens qui sortent blessés. Ceux qui sortent pas blessés, c'est d'autres enjeux. Puis encore là, quand t'as des enfants, t'as pas d'enfants, c'est pas le même picture. Absolument. Étant donné qu'on progresse pas à la même vitesse au niveau du rétablissement, et faut savoir qu'il y en a qui ont des enjeux de santé mentale qui appartenaient pas à l'armée non plus, qu'on découvre parce que on diagnostique pas ces problématiques-là de santé à l'embauche. La loi est écrite comme de quoi que s'il n'y a pas une évidence à l'embauche que tu as une problématique et t'en as une à la sortie, ben ils vont te donner le bénéfice du doute et puis ils vont traiter. Mais quand on traite le PTSD, on va arriver à traiter aussi éventuellement d'autres problématiques qui appartiennent peut-être pas à l'armée canadienne. Les cas complexes arrivent difficilement au fil d'arrivée en même temps que tout le monde. Ça va prendre plus de temps. C'est pas moi qui le dis, là, c'est les statistiques. Donc, dans le processus de rétablissement, il est possible que tu croises d'autres vétérans. Puis, la communauté des vétérans, c'est très hétéroclite. Tu sais, t'as des gens qui sont très prospères, qui sont des entrepreneurs, il y en a qui sont allés en politique, puis il y en a d'autres qui sont couchés dans la rue aujourd'hui. Faut être capable, dans ton évolution, de prendre une distance avec ceux qui sont toxiques dans leur rétablissement pour ton propre rétablissement. Ça veut pas dire que c'est une coupure ou une distance qui va être là pour la vie. Ça peut être juste de façon temporaire, mais cette distance-là est nécessaire justement pour pas être contaminé. Tu as fait des gains pour aller jusque-là. C'est pas le temps de tout saboter pour embarquer dans une machine négative parce que quelqu'un rencontre une difficulté. Tu peux l'écouter, tu peux l'accompagner, tu peux le référer, mais tu n'es pas obligé de l'amener avec toi ou de l'accompagner dans ses difficultés. C'est là où est-ce que, dans le rétablissement, c'est important comme un ancien toxicomane, de faire attention à qui t'entoure, de faire du ménage. C'est super intéressant. Si tu avais, avec toute ton expérience puis tes connaissances à ce jour, à parler aux petits Steven de, mettons, 1999 qui s'est enrôlé, tu sais. Y a-tu un message, un avertissement, des inquiétudes que tu aimerais partager? Si tu avais un message à lui partager encore une fois, à ce petit Steven. Pas faire confiance à tout le monde. OK. Pas penser que tout le monde est ton ami. Je pense j'ai souvent souffert dans ma vie parce que je pensais toujours que les gens étaient bons. Mais des gens vivent des fois aux prises avec des difficultés, des enjeux, puis ça fait en sorte que tu es la victime de ça parce que tu as fait trop confiance. Donc, je serais plus méfiant. T'avais tellement une soif, je pense, de ce que je comprends, une soif d'appartenir de faire des connexions. Je n'avais pas eu de famille. J'ai perdu ma mère à l'âge de 8 ans. Mon père nous a placés en famille d'accueil, de famille d'accueil en famille d'accueil. Ça se transmet, puis ça un coup que t'es formé, un coup que t'arrives à ton unité, que t'as fait tes initiations, là, il n'y en a plus aujourd'hui, t'as fait tes initiations, que t'as prouvé ta valeur à tes pairs, après ça, c'est du fun là, qui t'attend. C'est ça qui t'attend. Fait qu'il faut être persévérant jusque-là, mais dès les recrues, dire bon Dieu, c'est pas l'armée, ça là, attends, l'armée c'est plus tard, c'est là que tu vas avoir ta carrière.
Puis tu sais, je me souviens, je sais pas si t'avais... Mais je vais juste continuer pour que les gens comprennent, parce que Ouais. peut-être que c'est ce que j'ai mentionné là, il y a pas assez de profondeur pour comprendre, mais moi, je voulais sacrer mon camp des recrues après 4 semaines. Ah, OK. J'étais Ça, je l'avais écœuré. pas vu. Ouais. Je m'ennuyais de ma blonde. Puis étant donné que quand tu perds ta mère en bas âge, ta blonde est très importante. Ouais. Je m'ennuyais de ma blonde, je trouvais ça dur physiquement. Je suis rentré dans les forces armées canadiennes, puis je vais être très honnête, j'ai même pas passé mon test de push-up. OK. Mais étant donné que je m'en allais au 22, ils ont dit ils vont faire en sorte que tu vas être capable de faire des push-ups. Et il avait raison. Je sais que je m'en allais avec ça. Tu faisais tes push-ups. Non. T'avais hâte de sacrer ton camp après 4 semaines. Ouais. J'avais hâte de sacrer mon camp parce que, encore une fois, puis je l'ai mentionné au début, je donnais tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais, puis je me faisais dire, c'est pas assez, puis c'est pas assez, puis c'est pas assez. À un moment donné, tu sais, je casse, puis je me dis, si je suis un des meilleurs, puis je suis pas encore assez, je serai jamais assez bon pour personne. Puis, comme jeune homme, des fois, la valorisation, pas la valorisation, mais l'estime de soi est à faire aussi. Ouais. Donc, tu te vois différent des autres. J'étais quelqu'un qui avait de la difficulté physiquement aussi avec la course à pied, de par ma génétique, mais de par aussi mon embonpoint, parce que je suis rentré dans l'armée en embonpoint. Tout ça me mettait en marge du groupe, puis je voulais sacrer mon camp jusqu'à temps qu'un adjudant enlève son masque d'adjudant de cours à Saint-Jean, puis me dise que il dit Steven, je vais essayer de pas tomber émotionnel. Veux-tu qu'on prenne une pause ou... Non. Non. Ben, c'est cet homme-là qui a fait en sorte que j'ai fait la carrière que j'ai fait. Il m'a dit... il dit, t'es pas assez. Il dit, ce qu'on te fait faire, ce qu'on vous dit, ça fait partie de l'instruction et j'aimerais que tu te mettes dans la position d'un comédien puis que tu te détaches émotionnellement de tout ça puis que tu vois ça comme un jeu, comme si on te faisait jouer un rôle. Okay. C'est plate parce que je me souviens pas du nom de cet adjudant-là. Puis je l'ai rencontré plus tard, après ma carrière. Mais c'est grâce à cet humain-là, en uniforme, qui avait la job d'un adjudant de peloton au recrue, qui a fait en sorte que j'ai compris que c'était un rôle au niveau de la formation d'un soldat. J'ai pu me positionner émotionnellement différemment parce qu'à cette époque-là, j'étais pas complètement coupé de mes émotions. Et ce qui m'a permis d'avancer puis de progresser dans cette carrière-là, puis tout au long de ma carrière, de dire aux recrues la même chose. Ben oui. Prends-le comme si c'était un rôle. Ouais. Pour après ça, quand tu vas être rendu à l'unité, tu vas avoir approuvé ta valeur, tu vas avoir été formé, mais tu vas vivre autre chose dans ta carrière. De voir ça comme un genre de passage oublié, puis c'est une game, puis ça va être un 3 mois, si je me trompe pas, la durée du film. À l'époque, moi, c'était 10 semaines. Le cours d'infanterie, c'était 18. Un peu de se sortir de quand on a la face bon, l'expression là, quand on a l'arbre trop près, on voit pas la forêt derrière là. Ouais. C'est un peu ça, puis mais c'est là où est-ce que je deviens émotif, c'est que l'armée était une famille pour moi. Tu sais, c'est souvent comme vétéran, ce qu'on s'ennuie le plus, c'est cette famille-là. Ouais. Mais c'est des bons souvenirs, même si c'est des larmes, ça reste que ça a été une difficulté qui a amené 20 ans de carrière où est-ce que je me suis épanoui, où est-ce que j'ai vécu des choses extraordinaires, où est-ce que j'ai fait des choses que jamais j'aurais pensé faire dans ma vie. C'est fou, hein, parce que autant que tout à l'heure, on parlait des choses qui ont été difficiles à travers ce parcours-là, que t'en ressors quand même aujourd'hui avec un bagage, être capable de reconnecter avec ce bagage positif-là, des belles choses que ça t'a amené dans ta vie aussi. Puis aujourd'hui, cette expérience-là peut m'amener à la deuxième phase de ma mission, qui est d'accompagner d'autres gens comme moi dans le processus de rétablissement. Et après ça, de s'enjoyer comme civil et ami.
parce que tu le fais, là, reconnecter avec justement ta vie civile, a pris un parcours, peut-être que tu te serais je m'attendais pas à être attendu. une personnalité publique. Ouais. Je m'attendais à juste faire mes choses en catimini. Oui, parce que tu disais justement que, l'humour, au début, c'est toi qui niaisais dans les douches avec les gars, qu'aujourd'hui, c'est plus ça que tu fais sur scène. C'était pas nécessairement bon que ce que je faisais dans les douches avec les gars, mais Dans la blague, là. j'étais pas un pilote, mais j'aimais ça faire l'hélicoptère. Ouais, c'est ça. En On passe tout par là. Non, puis c'est ça aussi la beauté des forces, c'est que ton éducation, surtout quand tu rentres en bas âge, c'est l'armée qui le fait, puis c'est pas parfait, puis t'as des lacunes, puis t'as d'autres choses à apprendre par la suite, mais à un moment donné, avec la montée des salaires des Forces armées canadiennes, ça nous a permis aussi de nous ouvrir vers le monde civil, puis de vivre au travers des civils, puis aujourd'hui, on a des vies beaucoup plus équilibrées que quand on était obligé de rester sur la base militaire, d'être toujours dans cet environnement-là. Aujourd'hui, on a cette capacité-là, dépendamment où t'es posté, puis quel métier tu fais. Ouais. Puis je pense qu'on voulait peut-être se terminer sur une autre petite phrase. Oui. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais passer justement à tes confrères vétérans, consoeurs? Y a-tu un message que tu voudrais que peut-être ces gens retiennent ou des gens qui sont dans le processus de transition présentement? C'est un vieux pieux, ça arrivera pas, là, mais soyez respectueux de vos frères et de vos sœurs d'armes. Mm-hmm. Peu importe leur choix de vie. Ouais. Tant qu'ils vont respecter les règlements et les lois. Puis s'ils respectent pas les lois et les règlements, ben ça va être à la société civile de prendre les conséquences face à ça. Mais soyez respectueux des opinions différentes. Soyez respectueux des actions différentes qui sont faites après le service. Parce que je me rends compte que notre grande communauté est tellement hétéroclite que jamais on va en arriver à des idées semblables, à un consensus. On n'a pas tous les mêmes besoins, mais on a tous servi les Forces armées canadiennes. Je pense qu'on se doit tous et toutes du respect dans notre vie civile. C'est super beau. Mais Steven Bilodeau, merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci d'avoir été avec nous. Merci au Centre de ressources des familles. Absolument. Ouais. C'est ça, merci aussi à notre employeur qui nous permet de... C'est une genre d'idée, on dit comme une idée de gosse à poudre, là, tu sais, hey, on fait un podcast, tu sais, on fait des affaires de même, puis ils nous permettent de... tout en continuant notre travail principal, évidemment, là, on est des intervenants sociaux, puis en side quest, là, un genre de quête secondaire, on se permet d'explorer des nouvelles affaires, puis d'obtenir des super témoignages comme tu nous le fais, puis des expériences fantastiques, là, tu sais. La communication, c'est la clé, puis au travers des témoignages, tu vas inspirer des jeunes, tu vas mieux les outiller aussi à faire face à ce qui s'en vient dans les Forces armées canadiennes. Si on n'avait pas eu des centaines de femmes qui ont dénoncé sur des comportements inappropriés. Aujourd'hui, on ne serait pas avec le système qu'on connaît, on ne serait pas avec l'accompagnement qu'on connaît des victimes. Et tout ça est à notre honneur de vouloir progresser avec la société, toujours en respectant la nature du service. Absolument, c'est des beaux messages. Puis on va peut-être remercier toutes les autres personnes qu'on voulait remercier officiellement, mais de remercier la base de Bagotville de nous permettre quand même de faire ça. Remercier le support du centre de transition. Je sais qu'on a d'autres centres de transition à travers le Québec qui étaient branchés aujourd'hui avec nous. Donc merci beaucoup. Un énorme remerciement aussi à nos collègues, parce que votre support est super important pour ce projet-là. C'est viable grâce à ça. Et à vous, cher public, qui avez été nos premiers présents pour notre premier. Je m'attendais pas à avoir autant de monde que ça, pour être très honnête. Surtout quelqu'un qui est pas très connu, mais merci d'avoir été là. Puis tu sais, nous, ce stock-là, je veux dire, ça reste notre podcast, puis on le met sur nos plateformes, puis il est disponible en tant qu'outil libre-service. Là, nous, c'est vraiment le but du podcast. Les gens vont me voir pleurer encore plein de fois. Ils vont t'entendre. Ils vont t'entendre, ça. À moi, tu nous dises qu'on enlève ça. Mais... C'est seulement vocal? Seulement audio? Oui. Ouais, c'est ça, oui. Ouais. La vidéo, c'est vraiment juste pour le Zoom, pour permettre aux autres de Valcartier. Ouais. Oui. Okay. Et ma mère, si tu veux la saluer directement, elle est présente avec nous. Merci d'avoir été avec nous. C'est une première expérience, donc un podcast live. Vos commentaires seront super appréciés. Puis en fait, un autre remerciement, dans le fond, tu sais, nous, on fait venir par moment des professionnels, par moment, on a déjà fait venir des psychoéducatrices, des personnalités publiques et tout ça. Puis, tu sais, Steven, à la seconde qu'on lui a proposé le projet, ça a pris j'ai écrit sur l'adresse Gmail du booking, là, je sais pas, là, mais après,
6 heures, j'avais déjà, oui, je m'en viens, puis il n'y a pas besoin d'avoir parce que je l'avais proposé, j'ai dit, hey, c'est quand la prochaine fois que tu viens au Saguenay, parce que, entre autres, on pourra le bloguer, c'est quand tu reviens au Saguenay par rapport à ta tournée de spectacle et tout ça, puis Steven me dit, hey, pour vrai, je m'en fous, là, on fait ça dès que possible, on arrange ça, je m'en viens, je vous charge pas, donnez-moi un peu de kilométrage, puis on s'arrange comme ça, là. Ça aurait été d'une très grande générosité, puis on le sent de par ton discours aussi que c'est ce que tu souhaites faire, rejoindre le plus de monde possible, puis partager et l'expérience, puis tes connaissances aussi. J'ai vraiment envie que les gens nous perçoivent d'une façon différente, surtout au Québec. Au Canada anglais, les enjeux sont différents sur les soldats. Mais au Québec, je pense qu'on a du travail à faire, puis si on attend après les médias pour nous donner une image positive, je pense qu'on va attendre longtemps. Absolument. Ouais. Ben, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, rentrez bien chez vous. Merci. Passez une belle journée. Puis, Steven, 6 heures de route pour retourner à Ottawa. Let's go. Oui. Un gros merci. Merci tout le monde. Merci d'avoir écouté Placotte à Bagotte. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur la page Facebook Placotte à Bagotte Talk Podcast. À bientôt.